Hey, on va plugger les gens du podcast qu'on a enregistré hier, Agora Underground sur YouTube. Ouais, Euh, je l'ai mis, ben là, avant qu'on commence, je l'avais mis sur mon Patreon. Je vais le mettre sur le tien aussi, le lien avec la vidéo, là. Comme ça, les gens qui s'intéressent pourront aller voir. Fait que c'est ça, on a été invité dans ce podcast-là par Samuel, qui est un de nos Patreons, Yann, exact. qui a parti ce podcast-là. Le concept, c'est assez simple. Ils reçoivent plein de gens de sphères différentes. Tu sais, honnêtement, les gens qui vont écouter le podcast vont voir que ça paraît que les gars, ça se rapproche plus de ce que nous autres, on peut raconter que d'autres choses. Mais en même temps, tu vois, ils ont reçu le gars du Parti vert, ils ont reçu Jérôme Blanchet-Gravel, ils ont reçu Joe Hamel aussi, je pense. Fait que tu sais, ils ont reçu le gars de l'Union paysanne ou je sais pas trop. Là. Fait que tu sais, c'est quand même assez varié comme type d'invité. Fait que ça a donné quand même lieu à une bonne discussion. Moi, je suis resté une demi-heure après que tu sois parti, une demi-heure, 45 minutes peut-être. Fait que ça a duré 2 heures, 2 heures et quelques, là. L'histoire du climat là-dedans, là. Tu sais, à un moment donné, là, on a l'impression quand moi j'étais au cégep, au secondaire, là, les genres de personnes qu'on entend aujourd'hui tous les jours, là, c'était comme les crackpots, là. Tu sais, c'était comme le prof bizarre de bio. Lui, il disait des trucs de même ou de géo, mais les autres personnes étaient plus rationnelles, plus pragmatiques. Là, on dirait que le fou qui donnait les cours de bio, il s'est multiplié puis il est rendu partout. Tu sais, avant, tu voyais pas ça, des gens qui disaient là, ah, mais là, il faut que vous fassiez plus d'enfants pour sauver la Terre, Ouais. faut que vous ayez plus de quatre Ben, roues. Faut... hey, ça, C'est tu vois, c'est exactement ça le problème. Regarde la problématique que je viens de soulever. T'as un enfant qui joue au hockey dans le Vieux-Québec. Il joue où? C'est quoi la solution? Arrêtez de faire des enfants. Ah ouais. Ce qui, by the way, a vu la démographie du Québec, c'est quasiment un suicide collectif, là, prôner ça, là. Non, Je mais veux tu sais, dire, c'est des affaires à qui, ça, à la base? Là? c'est C'est- des affaires de militants radicaux, ça, je veux dire. Exactement. Avant, là, les seules personnes qui parlaient de ce genre de truc-là, c'était des gens dans des sectes. On va se Hum. le dire, là. Dans des genres de sectes étranges, ils disaient ça, là. La fin du monde arrive, c'est plus le temps de faire ça, c'est plus le temps de faire telle autre affaire. Il faut, tu sais, faut se préparer à la fin du monde. Là, ces gens-là sont rendus dans le mainstream, là. C'est Hey, moi, je suis en train de lire ça, c'est un site, un petit livre-là. J'ai pogné ça à Écolivre à Lévis. Puis, c'est un discours qu'un gars a donné, Jean-Charles Harvey, La peur, un essai. Ah oui, attends un peu, je Tu vais le connais trouver. ça? Ouais. T'es en train, puis il paraît que ça a été bien, bien, bien marquant à l'époque, là, euh, ce discours-là. Premièrement, c'est là que tu vois le changement, pareil. Tu sais, je veux dire, il y a combien de pages là-dedans? Il y a un genre de 80 quelques pages, 60 pages. Ça aurait pu être fait en 10 pages, ce qu'il y a là-dedans. Là. Il n'y a pas une tonne d'arguments. Hum. Hey, 10,95, Christy. Éco-livre, je t'annonce, j'ai payé ça 1,99. Fait que, tu sais, tu lis ça, premièrement, des livres comme ça, je trouve ça un peu drôle parce qu'il y a 3 arguments dans le livre. Là. C'est Ouais. juste qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enrobage, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup, beaucoup. Tu sais, il n'y avait pas YouTube dans le temps, hein? Fait que le divertissement, c'était les tribuns qui allaient sur les planches de bois puis qui parlaient devant une foule de 100 personnes, de 200 personnes, de 300 personnes. Il n'y avait pas de cellulaire, tout ça. Fait que c'est une autre époque, c'est un autre style, c'est une autre façon d'exprimer Ouais. ses idées. Mais peut-être que les auditeurs connaissent, là, Jean-Charles Harvey, c'est le gars qui a écrit le livre Les Demi-civilisés, que peut-être OK. quelques-uns d'entre vous ont lu. Là. As-tu c'est là que tu as plus de culture que moi, parce que moi, je connaissais même pas le bonhomme. Là. Puis j'ai trouvé ça intéressant de lire ça. Tu sais, on met le texte à côté du refus global à l'époque, des choses comme ça. Mhm. Puis, moi, ce qui me fascine un peu, c'est la manière qui, à l'intérieur, on parle d'une émotion ressentie par un peuple. Là. Tu sais, puis c'est la peur, le titre, puis c'est très une émotion collective. Ça, moi, c'est des affaires qui me sont étrangères. Là. Tu sais, j'ai de la misère un Ouais. peu avec ces concepts-là. Je suis pas sociologue non plus. Là. Mais ce qui est fou, c'est que l'idée générale du livre, c'est de sortir de la peur du clergé, autrement dit. C'est vraiment Ouais. un discours, un essai qui a contribué à sortir le clergé du Québec, à amener une forme d'athéisme, si on veut, dans la population québécoise. Mais moi, je m'amuse à lire le livre parce que à toutes les fois que je vois le mot clergé, je le remplace par le mot État.
Puis c'est fascinant de se rendre compte comment que si tu refais une traduction de ce livre-là avec ce petit changement-là à l'intérieur, il y a peut-être 90% du livre qui tient encore la route, là. Les Québécois ont réellement sacrifié leur religion pour en adopter une autre, là. On n'est pas athée au Québec. On n'est Ben non, vraiment pas athée. ben non. C'est juste qu'on croit plus en un Dieu, on croit en l'État. Ben, tu sais, on le disait de manière ironique, puis c'est d'ailleurs le dernier texte qu'a fait Michel Hébert qui a été enlevé, tu te Ah rappelles? oui, ah Ou oui, ah son oui. fameux texte qu'on pouvait il y a sûrement quelqu'un qui a dû le sauvegarder quelque part, parce qu'on le trouvait à un moment donné, sur, justement C'était quoi, la messe de 13 heures, la c'est ça? messe de 13 heures. C'était sur justement ce côté-là, le côté, la messe dominicale du, heu du Québec durant la pandémie avec les curés en avant qui nous disent quoi faire, comment manger, comment péter, comment boire et le semainier paroissial qui vient avec ça, qui est le journal, journal au sens large, au sens des médias, là, qui, eux, relaient le message du pontife qui est en avant. Mais regarde, les parallèles à faire sont quand même incroyables. C'est, tu passes d'une instance qui régit la vie. Ce qui est plate là-dedans, c'est que tu vois qu'il y a eu une phase transitoire entre les 2 de liberté. Dans le sens que l'abandon du clergé au Québec, on l'a vu, là, les années 60, les hippies, machin. Il y a eu quand même une phase de libération, de liberté qui est associée à ça, penser par soi-même, etc. Puis les années 80, les années 70, le monde, ça conduit pas de ceinture. Puis, tu sais, on connaît, on voit le portrait. Là. Mais on voit aussi que l'espace qui a été laissé vacant de contrôle sur les gens en termes d'idéologie a été progressivement rempli et occupé par les politiciens, par l'État, par le message du gouvernement. Donc maintenant, c'est plus au curé de te dire qu'il faut que tu fasses attention de ne pas trop boire. C'est éducalcool. Éducalcool étant une création du gouvernement et de la SAQ. On le voit avec le jeu, on le voit avec toutes ces patentes-là. Donc maintenant, l'État est l'entité et la chose qui doit maintenant protéger l'individu contre lui-même. Parce que c'est ça, le message des religieux, c'est il faut que le curé te protège contre toi-même. Toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Moi, je sais ce qui est bon pour toi. Et voici, à chaque messe le dimanche, je t'explique, voici qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Saint Paul apôtre aux Corinthiens, blablabla. Voici l'extrait. Jésus est allé chez Zachée, il a expliqué telle affaire. Et on t'explique comment la vie devrait être vécue et qu'est-ce que tu devrais penser, qu'est-ce que tu devrais dire, qu'est-ce que tu devrais faire. Et ça, C'est ça a juste été. le prêchi-prêcha a changé. C'est qu'avant, on disait faites des bébés. Puis là, à cette heure, on dit faites plus de bébés. Ouais, puis tu vois, malgré ça, Mais en je veux même temps, dire, non. La CAQ veut qu'on fasse des bébés, mais Québec solidaire veut pas qu'on fasse des bébés. Fait que là, on est exact. fou. On fait. Eux, par exemple, ils en font toutes, mais sont bien fiers de nous montrer leurs photos, mais il ne faut plus dans. En tout cas, à un moment donné, ça devient très dur à suivre. Là. Mais tu le vois vraiment que cet espace-là a été pris. La sphère d'influence que le prêtre ou le religieux avait dans la société a été, a été prise. Cette place-là qui a été laissée vacante a été prise par d'autres gens qui influencent, en particulier les politiciens, mais aussi dans une autre mesure les médias. Puis le parallèle qui est à faire là-dedans, moi, je trouve, c'est les religieux ont à peu près tous ça en commun, c'est qu'ils se mettent comme intermédiaires entre le OK. citoyen et le système de valeurs, etc. Et les journalistes, tu remarqueras, qu'est-ce qui les fait chier? C'est quand tu consommes l'information directement, sans passer par eux. Exactement comme un curé Exact. qui dit: «Ah ouais, mais tu as lu la Bible puis tu interprètes ça de même». Non, non, mais c'est pas comme ça que tu es censé Bon, interpréter ça. C'est moi qui détiens le savoir. j'ai ouvert le livre au hasard. J'ai dit, je suis sûr, le premier paragraphe que je vais lire, je vais lire ça, puis les gens vont retrouver des parallèles à faire. Puis comme de fait. Et c'est pour cette raison, cela n'a rien à voir avec la religion elle-même ni la morale, que la province de Québec est dominée par la peur. C'est pour cette raison, par conséquent, que tant de nos libertés sont étouffées, quand les gens se croient menacés de la perte.
une situation d'un emploi ou d'une clientèle où sont sous le coup d'un boycottage systématique ou d'une campagne générale de dénigrement chaque fois que leurs vues ne sont pas agréées en haut lieu, eh bien, on comprend qu'il soit difficile de résister à l'instinct de conservation. J'ai pris ça au hasard dans le livre du sacrifice. Écoute, c'est écrit quand, ça? C'est écrit en 1900. Ce texte est paru pour la première fois dans le jour du 12 mai 1945. 1945, calvas! Ça n'a pas changé, là. Ben, en tout cas, très peu, là. C'est ça qui est fou, pareil, tu sais, c'est que Tu sais, le... c'est un livre anticlérical, là. C'est vraiment ça. Mais je veux dire, t'arrives puis tu mets l'État à la place du clergé là-dedans, tu lis ça, puis tu dis, crif, ça n'a pas changé. C'est pareil. C'est Ben, ça qui me fait écoute, freaker un peu sur les émotions communautaires, si on veut. Là, tu sais, moi, j'ai de la misère à embarquer. Parce que moi, j'aime l'individu, j'aime l'individualité. Puis, moi, qu'un peuple puisse ressentir une émotion, je trouve ça fucké un peu. Mais si bol, t'es obligé de dire que ça se peut peut-être, là, ces affaires-là. Là. ben, écoute, ça, c'est des affaires qui nous shake, je dirais, en tant que gens qui sont plus individualistes, là. Tu sais, Ouais. pour nous autres, la brique de base de l'analyse, c'est la personne, c'est pas la société. Puis ça me ramène à un podcast que j'avais fait, moi, sur un autre livre dans ce genre-là qui s'appelle Les 36 cordes sensibles des Québécois. Ouais. Ça a été écrit par Jacques Bouchard en 1978. Et c'est quand même plus loin dans le temps, mais 1978, quand tu penses à la société québécoise de 1978 versus aujourd'hui, tu te dis, Christy, tout a changé, le rapport à la religion, le rapport aux drogues, à l'alcool, à l'éducation. En fait, tout a supposément changé. Puis quand tu lis ce qu'il dit là-dedans, à un moment donné, il parle de nos racines terriennes, là, et il y a un point dedans précis qui appelle l'esprit moutonnier. Et il parle de comment le Québécois, en fait, est un être grégaire qui a tendance à agglutiner son opinion en fonction de celle des autres. Puis, tu sais, tout ça est expliqué là-dedans. Puis là, tu te dis, mais OK, mais lui, il décrit le Québec de 1970. C'est quand même assez spécial de voir que ça a aussi peu changé. Mais la fois, c'est que je pense que, le passage que tu lis sur la peur, ce petit essai-là de Jean-Charles Harvey, ce que ça nous montre, c'est que finalement, c'est des trucs un peu universels. Ça, tu sais, la peur. Finalement, les humains, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux les déguiser, tu peux leur mettre une religion, tu peux les changer. Mais au bout du compte, ce truc-là qui est très primitif, là, en fait, là, la peur, c'est de quoi que les humains ressentent depuis que les humains existent. Là. D'après moi, c'est un sentiment puis une émotion qui est tellement primitive au sens que, tu sais, c'est tellement enfoui profond dans notre Ah, instinct, c'est le cerveau du c'est chasseur-cueilleur. le Là. cerveau du chasseur-cueilleur. On revient à Harari puis Sapiens, là. Mais c'est tellement profond, c'est tellement primitif que finalement, peu importe ce que tu vas faire, les gens, c'est ce que Machiavel disait, là, celui qui contrôle la peur contrôle l'homme. Là. Mais la peur, pour paraphraser le bon docteur Arruda, la peur est mauvaise conseillère. La peur, ça nous fait faire des crises de niaiserie. Mhm. C'est Ouais. c'est- c'est- c'est ca- c'est que- c'est carrément Puis, là qu'on est. Là. moi, je pense que quand tu utilises la peur pour faire avancer un agenda, c'est que tu vas avoir des bons effets à court terme, puissants, mais tu démolis beaucoup de choses sur le long terme. Moi, tu sais, accepter une idée d'une manière volontaire plutôt que d'une manière coercitive, c'est à la base de tout, dans ma tête. Puis en fait, c'est la beauté du capitalisme. Quand tu arrives puis tu regardes les gens acheter de plus en plus de véhicules moins énergivores pour des raisons 100% capitalistes. Donc, prix du gaz coûte cher, consommation 6 à 7 litres au 100 km versus l'autre automobile qui est à 9 litres au 100 km. Je vais faire la sélection de cette voiture-là parce que l'autre est un petit peu plus le fun à conduire, mais elle me coûte 3 litres de plus du kilomètre, fait que, du 100 km, donc je pense qu'elle est meilleure. Chacune des fois que ces gens-là font cette décision-là, ça donne des incitatifs aux constructeurs automobiles de diminuer la consommation en essence de leur côté. C'est ce qui fait qu'il y a des automobiles comme une que j'ai déjà possédée, Pontiac Grand Prix Special Edition 1986, avec 17 litres au 100 km, Ouais. que j'ai acheté 500$ et j'ai revendu 500$ pour Un bateau. un beau bateau. J'ai fait ça un porc-épic avec ça. Le porc-épic n'avait pas de chance. Mais tu es vraiment dans une situation où est-ce que tu dis, ben ça, c'est des gestes volontaires. Les gens ont adopté des comportements meilleurs pour l'environnement, et non pas pour sauver la planète,
simplement parce que financièrement, ça valait la peine. Puis pourquoi personne, les chars électriques, ça pullule pas dans les rues du Québec? C'est que d'un point de vue économique, on n'est pas Non, encore rendu non, là. non, c'est pas rentable encore pour le moment. Il y a personne qui a Puis les moyens de s'en payer. Puis en plus, on n'est imagine même si pas tu capable enlèves d'en produire assez. ben non, puis si tu enlèves les subventions, je pense qu'il n'y en a pas un sur la route à part ceux qui veulent faire des statements puis acheter des Tesla à 90 000. Mais tu sais, en terminant, je reprends l'exemple, parce que je trouve que le parallèle est super bon entre la religion puis l'étatisme, là. On reprend l'exemple de ce que tu as dit avec l'Église. Est-ce que tu vas t'assurer d'avoir une communauté de croyants plus fidèles en leur donnant envie de venir à l'Église sur une base volontaire ou en leur disant: «Hey, si tu viens pas là, On va parler de toi. on va parler de toi puis on va shamer ta famille». Ah ouais, ça se peut que pendant un bout, ils viennent. Puis ça se peut que, tu sais, ça fonctionne pendant un certain temps, mais moi, je pense que sur l'adhésion à long terme, de Le pas mettre backlash a été fort au Québec. ben, c'est ça, le backlash a été fort, là. Le shaming, puis dire au monde quoi faire, dire au monde comment penser. Un moment donné, il y a eu un genre de ras-le-bol collectif, puis ça s'est terminé très rapidement, au grand déplaisir des gens qui étaient les maîtres d'œuvre de tout ça, là. Donc, Exactement. je pense qu'il y a peut-être des leçons à tirer de ça.